petits-enfants de la patrie, ave le peuple. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'infâme invasion de l'Ukraine par le cruel Vladimir Poutine, ou plutôt un épisode spécial coordonné dans la gueule des gauchards va-t-en-guerre, qui viennent baver leur propagande anti-russe et désinformer la population. Tous ont été tirés au sort. Il s'agit des juifs PHL, philosophes de Médeux, et Matteo Kastrowitz, bobo extrême gauchard complètement débile et inculte. Voici un florilège de ces deux parasites. Non mais moi je suis hongrois, enfin parti hongrois, parti français, c'est la même chose, c'est mon pays, j'ai été éduqué dans l'Europe de l'Est beaucoup, j'allais tout le temps là-bas, donc je connais la mentalité, et puis j'ai eu la chance de travailler aussi sur le bureau des légendes et de tourner à Kiev pendant plusieurs mois. On a rencontré vraiment les gens, donc quand cette histoire est arrivée, j'ai repris contact avec les amis qu'on avait là-bas et puis on essayait de s'intégrer. On a tourné ici il y a quelques années, à l'époque du Donbass, il y avait la guerre en Donbass, donc on a beaucoup parlé politique avec les gens avec qui on travaillait, leur vision sur les Russes et leur position, et on a très vite compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient ultranationalistes dans le bon sens. Oh putain, l'enculé! C'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument. Et les Russes n'arriveront pas au bout. Là, on a pris la dimension du problème parce qu'on est tombé sur des kilomètres de réfugiés pour arriver à une frontière où tu as juste deux policiers qui font le contrôle de tous les passeports d'une manière très stricte pour être sûr qu'il n'y ait pas de trafic, de problème et puis il y a des drames humains tout le temps parce que c'est des familles qui se séparent, les pères doivent rester parce que jusqu'à 60 ans ils doivent être réservistes et être capables, et surtout ils veulent, et puis des familles qui ne veulent pas partir. Écoutez, moi je suis fils de réfugié, mon père a vécu... Oh là! Je sais que c'est difficile, pardon d'évoquer cela avec vous, mais je sais que c'est tellement... Oui. Il avait l'âge de ces enfants-là quand mes grands-parents ont été déportés, il a vécu le ghetto, il a fait la queue comme ça, et ensuite quand ils ont été libérés, il s'est sauvé de son pays aussi à 18 ans en 1956 quand les Russes sont entrés en Hongrie et ont menacé de tuer tout le monde voilà. Honnêtement, si j'avais pas eu d'enfants, je serais venu. Pourquoi faire? Pour être à leur côté. C'est ça, oui. Ce que j'ai vu là-bas, et malheureusement, et puis j'étais aussi, ça fait 15 ans que je travaille sur la série Apocalypse, et je ne peux pas voir ces images-là sans avoir ces retours du passé. Je crois surtout que la seule chose, le seul langage qu'entend Vladimir Poutine, c'est celui du rapport de force. Voilà. Devant l'adversaire. La diplomatie ne doit pas être cela. La diplomatie, ça doit être aussi le langage de la fermeté, ça doit aussi être le langage de la menace, et ça doit être le langage de la sanction. Quand les Français, quand l'Union européenne transforme la Russie en État paria, s'il menace Poutine d'être traduit devant un tribunal pénal international, c'est encore de la diplomatie. Vous savez, le seul geste politique que j'ai fait là, vous le verrez dans mon reportage jeudi, c'est que j'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa les 3 mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués. Moi-même, liberté, égalité, fraternité. Le rapport socio-économique, ça en fait partie. Le fait de taper au portefeuille les oligarques, ça en fait partie. Il y a sûrement, dans l'entourage de Poutine, un certain nombre de gens, des généraux, des hommes d'affaires, qui commencent à trouver que la plaisanterie a assez duré et qui risquent de le lui faire savoir. Mais le vrai rapport de force, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est l'esprit de résistance d'un peuple. La force qu'on a mis en œuvre aujourd'hui, on ne sait pas parce que c'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire des relations internationales. On n'a jamais, en effet, imposé un train de sanctions de cette nature. On n'a jamais gelé les biens personnels. On n'a jamais interdit les pays de survol. On n'a jamais traité un chef d'État, sauf peut-être au Soudan, en banni. On va voir. Je n'appelle pas à ce que les Occidentaux entrent en guerre. J'appelle à ce que les Occidentaux, comme l'a demandé le président Zelensky, d'une manière ou d'une autre, déjà ferment le ciel. Alors, il faut peut-être livrer des batteries anti-aériennes au président Zelensky, qui se conduit admirablement face à cette tragédie. Il faut lui donner les moyens d'empêcher les avions de décoller, je ne sais pas. Mais c'est pas la guerre totale. Poutine est enlisé, il n'a déjà pas assez de troupes pour occuper véritablement les villes qu'il contrôle. Regardez. Si des avions russes sont abattus, il se passera quoi? Mais les avions, il y a déjà des avions russes abattus. Par l'OTAN. Mais pas par l'OTAN. C'est ce que vous proposez dans votre scénario? Non. Moi, je pense que ça va marcher. Je pense que l'économie russe va s'effondrer. Vous avez assez dit sur ce plateau, je vous ai entendu si souvent dire que la Russie avait le PIB de l'Espagne. Oui, souvent c'est dit ici. Oui, c'est ça, oui. Bon, souvent c'est dit ici. C'est facile, souvent d'Italie et d'Espagne. Alors moi, je peux vous dire qu'un pays qui a le PIB de l'Espagne et qui est soumis à ce train de... Mais alors si on se projette, mais dans la diplomatie, si on se projette... Donner aux Ukrainiens les moyens d'empêcher les avions russes de survoler leurs familles et de bombarder leurs maternités et leurs hôpitaux. Donner aux Ukrainiens ces moyens-là. Et pour l'instant, j'ai un espoir, c'est que cette honte s'arrête, que ce massacre s'arrête, que Poutine soit reconnu pour ce qu'il est désormais, de l'avis de tous, un criminel de guerre, c'est-à-dire qu'il comparaisse devant la justice internationale. Putain, ils sont bourrés, ces cons-là.
Bon, le mot d'ordre est donné, on va tirer au sort pour savoir qui je vais frotter les oreilles en premier. Mon choix est fait, ce sera BHL. Allez, amène-toi espèce de putain de rat. C'est pas une tarte à la crème que tu vas te prendre dans la gueule. Revisionnons intégralement son passage sur Bouffe Merde TV. Je crois surtout que la seule chose, le seul langage qu'entend Vladimir Poutine, c'est celui du rapport de force. Voilà. Et le rapport de force, ça veut dire, c'est pas les sanctions économiques. Non, le rapport socio-économique, ça en fait partie. Le fait de taper au portefeuille les oligarques, ça en fait partie. Il y a sûrement, dans l'entourage de Poutine, un certain nombre de gens, des généraux, des hommes d'affaires, qui commencent à trouver que la plaisanterie a assez duré et qui risquent de le lui faire savoir. Mais le vrai rapport de force, c'est pas ça. C'est quoi alors? C'est l'esprit de résistance d'un peuple. Les gens, vous savez, à Vous Mykolaïev... n'appelez pas à ce que les Occidentaux entrent en guerre, pour qu'on soit bien clair. Je n'appelle pas à ce que les Occidentaux entrent en guerre, j'appelle à ce que les Occidentaux, comme l'a demandé le président Zelensky, d'une manière ou d'une autre, déjà ferment le ciel. Alors, il faut peut-être livrer des batteries anti-aériennes au président Zelensky, qui se conduit admirablement face à cette tragédie. Il faut lui donner les moyens d'empêcher les avions de décoller, je ne sais pas. Mais il faut... Mais vous savez ce que dit l'OTAN? Ce serait l'escalade, et là, ce serait la guerre totale. Mais c'est pas la guerre totale. Poutine est enlisé. Il n'a déjà pas assez de troupes pour occuper véritablement les villes qu'il contrôle. Regardez. Si des avions russes sont abattus, il se passera quoi? Mais des avions, il y a déjà des avions russes abattus. Par l'OTAN. Mais pas par l'OTAN. C'est ce que vous proposez dans votre scénario? Non. Donner aux Ukrainiens les moyens d'empêcher les avions russes de survoler leurs familles et de bombarder leurs maternités et leurs hôpitaux. Donner aux Ukrainiens ces moyens-là. Vous savez, le seul geste politique que j'ai fait là, vous le verrez dans mon reportage jeudi, c'est que j'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa les 3 mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués moi-même: liberté, égalité, fraternité. Voilà le geste politique, le seul jusqu'à présent, que j'ai accompli à Odessa. Vous verrez ça. Vous regrettez d'avoir dans le passé une influence? Non, je regrette rien du tout. Et pour l'instant, j'ai un espoir, c'est que cette honte s'arrête, que ce massacre s'arrête, que Poutine soit reconnu pour ce qu'il est désormais, de l'avis de tous, un criminel de guerre, c'est-à-dire qu'il comparaisse devant la justice internationale, que ça soit le CPI ou plus vraisemblablement une cour ad hoc pour crime d'agression. Voilà, c'est ça mon espoir aujourd'hui, et c'est ça l'espoir de n'importe quel Européen raisonnable, quelles que soient nos opinions politiques. Et toi, tu ne sais pas la moitié de ce que tu crois savoir. Connard. Je suis certain que Poutine est parti se planquer sous son lit tellement il a peur de BHL. Il est donc parti à Odessa avec son photographe, pose devant des canons sans culasse, arpente des champs où l'on ne voit pas un russe, se met en scène avec son petit manteau en cachemire noir et fait appel à la guerre totale. Ce type est un parasite sans nom. Là on voit ce Joseph Joanovici d'Ukraine qui, depuis de longues années, est en lien avec l'oligarchie ukrainienne et avait été aperçu et photographié à Odessa à côté de Maxime Marchenko, ancien commandant du bataillon Haïdar, accusé de crimes de guerre et proche du régiment néo-nazi Azov, que le président Zelensky vient de nommer nouveau gouverneur d'Odessa. N'oublions pas que BHL était il y a quelques années aux côtés de Poroshenko, qui déclarait vouloir foutre les enfants du Donbass au fond des caves. The bombs are blasting from the air and killing the people there. Ouais, je vais décrire pour les autres, c'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda à Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. In my hand we have here some metal pot which is taken from the people here in the hospital. This is a disaster. This is a crime against humanity. When civilian people are living in their houses where there is no any military object. This is almost 50 kilometers from the front line. And the Russian-backed rebels and terrorists attacking peaceful city of Kramatorsk. This is absolutely unacceptable. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Чи у нас робота буде, у них немає.
У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Je suis dans le centre de Kiev, à peu près 800 mètres du siège du gouvernement et environ 4 km des troupes russes. En ce moment même, vous voyez, nous avons une alerte de raid aérien à cause des bombardiers russes. Et vous savez qu'aujourd'hui, depuis le 24 février, c'est aujourd'hui donc le 5e jour de l'agression. Et tous ces jours, nous avons des missiles russes lancés depuis la Bélarus et depuis la Russie. Et nous avons Iskander, il y a eu un raid aérien qui a frappé l'Ukraine et les civils. Et malheureusement, il y a déjà environ 500 civils qui ont été tués au cours de ces 5 jours. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec... Mais c'est quoi ce délire? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union Européenne? On a un gouvernement putschiste, allez, la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y a plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc vraiment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je répète que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc, qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Mais quand il s'agit de fustiger les bombardements meurtriers de la vermine d'Israël sur Gaza, à non merci sans façon. You often say, and you said earlier in this interview, that you support interventions when oppressed people on the ground call for help against oppression and violence. That's why you supported Libya, not Iraq, you say. But here's my question. How come you've never supported calls for an intervention against the Israeli occupying force in the West Bank? How come you didn't call for a no-fly zone over Gaza in 2014 when the Israeli Air Force was killing 500 Palestinian children in the space of a single summer? Why the double standard? Because as long as... it is not a double standard. As long I would call from what you say, if Hamas in Gaza stopped to send the rockets above Israel. Come on, Bernard, you now sound like... What's the difference between what you're saying and what Bashar al-Assad says? He says, I'll have a no-fly zone when the rebels stop firing rockets. What's the difference between that argument and the Syrian government's argument? There's no difference. Either you protect children from bombs Israel, or you don't. And in Gaza... No. In Gaza, first of all, the result of the war in Gaza has nothing to be compared. 2,800 dead in Gaza is not quite comparable to the 400,000 dead of Syria. Et puis BHL, si fier de son tag en Ukraine, de retour sur les plaques de TV, tel un gamin ayant défié l'autorité russe en sautant dans une flaque d'eau. Ce type a des couilles énormes, tagué sur une barricade lui-même, en n'oubliant pas de filmer son exploit héroïque. Waouh! Quel courage, quelle bravoure, quelle vaillance. Quel connasse! À tel point que la mairie d'Odessa envisage de restituer cette œuvre monumentale de Street Art Centre Pompidou, qui va devoir renforcer les structures du plancher pour exposer ce témoignage contemporain sur la connerie incommensurable de la bobomédiasphère parisienne. Et puis Odessa, cela ressemblait-il à ça? Пожалуйста, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Был сожжен дом профсоюза вместе с людьми, которые находились внутри, которых загнали вовнутрь. Рядом находился лагерь, как бы русскоязычных, тех, кто протестовал против запрета русского языка. Просто украинские националисты автобусами приехали разогнать русских активистов. И все, кто там были, даже женщины, кто хотел спрятаться, просто бежали в дом для защиты. Никто не ожидал, что так просто возьмут и подпалят. Пытаясь спастись от угарного, чтобы не сгореть, люди выпрыгивали. Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе, насилие. Смотря кто бывал, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках избивали. Кто эти люди в масках? Наверное, правый сектор. Почему Национальная гвардия не помешала правому сектору? Простой солдат выполнял всего лишь приказы, но нам приказ никто не дал. Сказали просто стоять между. И почему они это все делали? Хотели как бы истребить, мне кажется, русское население. Потому что им не понравилось, что русские активисты там вышли на какой-то... И сколько погибших было в Одессе? Около 50 человек. Арестовали ли виновных в этом происшествии? Поступали какие-то приказы из Киева, выше их отпускали просто. Ни в чем не виноватых. Так вот все это, в принципе, происходило. Saluons-le quand même, où on le voit ici accueillir des réfugiés. Notez le tas de parpaings à l'arrière.
Et oui, BHL a non seulement proposé de loger et de nourrir ces malheureux, mais il leur donne aussi du travail, agrandir son manoir secondaire. Il n'arrête pas de dire qu'il ne discute pas avec les nazis. On constate qu'il prend au moins la peine de leur dire bonjour. Niveau conviction, souvenir quand BHL était avec Daphne Guinness, descendante de Diana Ford, la femme du leader fasciste anglais Oswald Mosley, dont leur union s'était déroulée en 1936 dans la maison de Joseph Goebbels en présence d'Adolf Hitler en personne. Rien que ça. Et puis il faut savoir que le bataillon ukrainien Azov cache des lanceurs de missiles Atgm sur le toit d'immeubles à Mariupol. Ils vont faire tuer beaucoup de civils inutilement en plaçant des missiles sur des immeubles d'habitation civile, ce qui fait de ces immeubles des cibles. De toute façon, BHL n'est qu'un fake ambulant qui ne vit que pour se filmer, bien à l'abri dans toutes les guerres. Bon allez hop au suivant. Ramène ta gueule Mathieu la chialeuse. La boîte à baf va être de sortie, c'est moi qui te le dis. Ouais, c'est une rencontre un peu par hasard. Je suis tombée sur Mathieu Kassovitz ici à Lviv. Il est venu soutenir un artiste français qui mène un projet humanitaire. Alors peut-être que vous pouvez déjà me dire un petit mot sur ce projet, sur ce qu'on vient de voir à l'instant. JR, donc un artiste contemporain qui participe beaucoup dans les pays qui ont des problèmes humanitaires pour faire passer le message à l'extérieur. Ici, il a créé une toile de 40 mètres de long d'une petite fille qui joue et qui rigole, qui peut être vue du ciel, pour rappeler à tout le monde qu'il y a des enfants sur place. Et puis pour ramener un peu cette énergie, faire comprendre cette énergie si typique à l'Ukraine, qui est cette résistance passive enfin passive ici, dans cette ville qui n'est pas encore en guerre, et avec des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Donc on est venu leur rendre hommage et essayer de faire passer le message au monde entier. Ce qui se passe dans ce pays, ça vous touche particulièrement, vous, aujourd'hui ? Ce qui se passe dans ce pays devrait toucher le monde entier, parce que au-delà de la guerre, il y a un pays qui se révolte et qui ne tombera pas. Et cette force-là, cette énergie, cet espoir-là, on en a tous besoin aujourd'hui. Et malgré ce conflit horrible et cette tragédie, il y a une énergie ici qui est bonne à transmettre partout, parce qu'on en a vraiment besoin dans le monde entier. Et j'espère que ça va être une référence pour le futur, pour nous. Vous m'aviez dit que vous aviez tourné le bureau des légendes ici en Ukraine. Est-ce que vous avez vu cet esprit de résistance qu'on voit dans cette ville depuis quelques jours ? On a tourné ici il y a quelques années, à l'époque du Donbass, il y avait la guerre dans le Donbass, donc on a beaucoup parlé politique avec les gens avec qui on travaillait, leur vision sur les Russes et leur position. Et on a très vite compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient ultra-nationalistes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur pays et ils veulent le protéger absolument. Et les Russes n'arriveront pas au bout, parce qu'il y a un vrai pays uni, et vous le ressentez aussi, qui est complètement uni. Il n'y a plus aucune divergence politique ou quoi que ce soit. Tout le monde est uni autour de Zelensky, autour du pays, autour du cœur ukrainien. C'est absolument magnifique. Alors l'ambassade de France est toujours présente ici, l'ambassadeur est là. Il y a aussi donc JR qui est venu se mobiliser. Est-ce que c'est important, cette présence française dans le pays ? Est-ce qu'elle est suffisante aussi ? La présence française est évidemment importante partout dans le monde, parce qu'on a une image qui est une image humaniste à tenir, et le fait que l'ambassadeur français soit un des derniers sur place, qui n'ait pas été rappelé par la France, prouve qu'on est là pour les bonnes raisons, et je pense que c'est admirable. Pour le reste, on aimerait évidemment de pouvoir être plus actif et pouvoir participer d'une manière plus agressive à la limite, mais on rentre dans un domaine sur lequel je n'ai aucune compétence malheureusement. Dernière question justement, est-ce que vous voulez vous engager davantage pour l'Ukraine ? Est-ce que vous avez des projets en tête de ce point de vue-là ? Écoutez, je vous dis honnêtement, si j'avais pas eu d'enfant, je serais venu. Pourquoi faire ? Pour être à leur côté. Parce que dans le monde dans lequel on vit, je pense que ce qui est en train de se passer là est une limite absolue, et que si on ne se bat pas pour empêcher ce qui se passe, on va tous en être victimes. Quand vous dites pour être à leur côté, c'est de l'aide humanitaire, on voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Si j'avais pas d'enfant, je serais là. Alors moi, il m'épate. Alors là, époustouflante prestation de Gasso la pleureuse. Pour la première fois de sa vie, il est crédible dans un rôle. En fait, il est fait pour jouer les pleureuses. Quant aux yeux rouges, je pencherais plus pour la coco en poudre. 4 jours en manque, c'est long. J'imagine déjà Kassovitz faire une grève de la faim pour que les ultranationalistes ukrainiens soient libérés. Donc, d'après Kassovitz, ces nationalistes ukrainiens seraient des bons nationalistes. Pas comme en France, où là, ce sont des racistes, des fachos, etc. Ainsi, cet enculé de merde vomit sur les Français de souche et a pas à tortiller du cul. Et j'aime bien son excuse pour ne pas aller se battre aux côtés de ses nouveaux petits copains, parce que ces gosses priment avant ceux des autres. Ah bah tu vois, je te comprends. Même moi j'aurais pu y aller aussi, si j'avais pas eu piscine. Comme quoi la guerre, c'est pas Call of Duty. Au lieu de nous faire ton cinéma avec tes larmes de crocodile, je vais t'en montrer du sensationnel. Et là on va plus du tout rigoler. Nous sommes le 13 mars 2022 à Volnovakha. Je vous montre vite fait. Voilà, il y a des engins de l'armée ukrainienne qui sont juste derrière moi.
qui ont été totalement détruits. Et regardez où est-ce qu'ils se trouvaient, juste en face de maisons. Voilà. Donc les soldats ukrainiens se sont installés près des maisons pour tirer, en sachant que les tirs de réponse pourraient faire des victimes parmi les civils. On a discuté avec le médecin principal de l'hôpital, qui est derrière moi, qui nous a expliqué que les soldats ukrainiens avaient installé leurs engins sur le territoire de l'hôpital pour tirer sur la milice populaire de la RPD, en sachant pertinemment là aussi qu'il y aurait des tirs de réponse. Heureusement, il n'y a pas eu de mort parmi les patients qui se trouvaient dans l'hôpital. Ils ont réussi à tous les faire descendre dans les sous-sols à temps. Sous-sol d'ailleurs d'où les civils ont été chassés par les soldats ukrainiens au bout d'un moment, qui sont littéralement installés dans les sous-sols. On a retrouvé les corps de plusieurs d'entre eux. Donc voilà comment les soldats ukrainiens traitent la population civile des zones qu'elle occupe dans le Donbass. Voilà. Il y a des gens qui nous ont dit qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à évacuer, mais ils savent pas du tout s'ils sont arrivés à destination ou pas. C'est-à-dire, est-ce que finalement au checkpoint, les soldats ukrainiens les ont laissés passer ou pas. Mais il y a des gens en tout cas qui ont essayé. Donc ça va être une info importante à vérifier, savoir s'ils ont laissé passer les gens. Entre autres des gens qui semble-t-il se dirigeaient vers Zaporozhye ou pas. Voilà, donc c'est ça la situation. La ville, elle est complètement dévastée. Vous le voyez derrière moi. Vous voyez l'état des maisons. Il y en a qui sont complètement détruites. L'hôpital, il est complètement ravagé. Vous le voyez là derrière moi. L'hôpital, il est foutu. Les maisons derrière moi sont foutues. Мы же напуганы. Ну-ка, мы 8 лет изо дня в день. Сегодня нет, завтра обязательно, сегодня нет, завтра обязательно. Поэтому мы тут уже так привыкли. Нам так один. Ой, по-другому не могу говорить. Мой муж, когда стреляли, он говорит, фашисты стреляют, когда если отсюда ДНР. И понимаете, ну вот так мы разговаривали, мы понимали. А эти идиоты... Разве людьми назовешь, которые вот гуманитарный коридор создали, да, говорят, в Мариуполе? Они не дают для гражданского населения гуманитарный коридор. Без денег. Нам эти падлы говорили, эти фашисты, мы же стоим, там эти грады летят, а я стою с ляпочкой. О, придурки, кажуть, сепаратисты, мы их стреляем, и вони, кажуть, тапками стоять. Понимаете, что они тут делали? Вот так они нас уважали. Или стоит магазин, идет, значит, женщина заходит, и лично я слышала, они кофе там пьют. Я говорю, вот це ми вчора дали, вчора дали, каже. А уже сколько ж вы дали? А было такое, в ту сторону с этого давали. Просто вот взяли это, и что не было от этого ничего. И они стреляли от, как сказать, зоны, где живут люди, или они были? Да, вот именно там на этой, да, зоны были. И вот это они вот это сделали, понимаете? Она говорит им, а что ж вы, мальчики, сделали такое? Где ж вы, знаю, как раз их та сторона. А он, о, еще одна сепаратистка. Вот так они с нами обращались. Ага. Вообще. На нашу улицу расстреляли. Ни культуры, ни такого, ничего нельзя сказать. Шлялись, пили, там девок трахали, лазили там. Ну, что я говорю, как есть, действительно. И все. А мы страдали, жители, мы страдали же все жители. А теперь пришли эти ребята, культурные, и мы не боимся. Вы понимаете, мы же боялись, не дай бог, не глянуть не так, не дай бог что-то это, понимаете, не тролли мы их вообще. Вот. А с этими разговариваем, и спросить можем, и все, и в центре, вот свои пришли. Хорошо, так что вы рады, что сейчас это ДНР, да? Конечно, конечно рады, естественно, очень рады. В 2014 году, когда был референдум, вы голосовали за ДНР, да? Да. Начали стрелять сильно. Сначала ничего не попали, не ранили, а потом, когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит, не стреляйте, пожалуйста, дети раненые, ранила детей, и жену, кричит, ранила, пожалуйста, не стреляйте. Они достали вот такую большую, знаю я.
такая большая. Хотели в машину. Я взяла детей, вот так вывела на дорогу показать, что, пожалуйста, кричали дети. Я кричала. Ну, они сказали, идите сюда. Таким голосом. Мы подошли. Они с автоматом стоят и говорят, куда вы идете? Вы знаете, кто там? Вы что, сюда на смерть пришли? Сейчас, говорит, тебя, говорит, и жену твою, говорит, положим здесь, а детей заберем. Дети плакали сильно, просили, не стреляйте. Говорит, быстро идите туда, и показывают в сторону Сартаны. Мы вам время даем, бегите. Как не людям к нам. И мы пошли, да еще перед обстрелом дедушка шел. Тоже по Сартану надо было ему. Они убили прямо на глазах у нас этого дедушку. А трупы там лежат просто так, прям по дороге. Сейчас уже Россия, ДНР, как сказать? Ну, думаем, Россия. А для вас это важно? Важно, Почему? очень важно. Ну как почему? Все-таки мы русскоговорящий народ. Я, например, у нас тут жили, я не знаю, 7, наверное, национальностей. Я татарка. Вот. Греки, да, греки, украинцы, русские и армяне у нас есть. Жили очень дружно, очень хорошо жили. Ну, я знаю, был мир, был Советский Союз, был мир. Как-то очень было, да, жили. Вопрос еще. Стреляли здесь или нет? Как? Стреляли или нет здесь? Не поняла. Здесь стреляли или нет? Стреляли, ну как, конечно. Это 14-15 год, это вообще было невыносимо. Я вот до сих пор сижу без окон. Наш дом вообще. Это, а сейчас, в этом году стреляли? В этом году, ну, было, да, до того, как зашли российские наши солдаты, или как всего доброго. Как было у вас нет, когда украинцы были здесь? Плохо, честно. Мы тут жили, конечно, под страхом каждый день. Они плохо были с вами, да? Во-первых, у нас не было сообщения, не виделись с детьми, мы никуда не могли уехать. Был мостик, взорвали, был большой мост, взорвали. Похороны, дети не могли приехать. Не могли, просили на коленях, умоляли у этих украинских солдат, пропустите, вот на 2 часа попрощаться и домой. Нет, никого. Ну это куда годится? А сейчас будет лучше? Я думаю, будет лучше. Почему? Так уже приехали, ну как? Как почему? Ну все-таки уже пропускают, уже легче, понимаете? Уже легче. Ну что это? Ну детей не видеть, это 8 лет, ни внуков, ни детей. Когда был бой здесь между российские войска ДНР и украинские войска стреляли на гранитное? Вы знаете, они вышли у нас молча, тихо. Ночью вышли. Спасибо, конечно, что они так вот, там, где стояли, вот мы слышим, разбили, есть убитые, а так они ночью просто уехали и все. Мы утром тишина, непонятно, потом сказали, все, их нет уже. Понятно. Все, и тут я вышла сюда, мне надо было в аптеку срочно, вот сюда я вышла, я там, оттуда иду. Уже все, полностью российские солдаты. И вы рады, что российские войска рады, здесь? Конечно, рады, честно. Вот, ну, или просто мы устали от этого всего. Ну, это оккупация. Украинские позиции, они были недалеко, да, отсюда? А он на бугру. Один бугор, солдаты сами там жили, а вот второй танк зарытый был. И они стреляли отсюда? Они сюда стреляли? Дома там. Вот. Это они сделали? У соседей. У соседей? Да. И сейчас дырка там.
Ну, их никого нету. Он умер, хозяин, а ее дочка забрала в Донецк. Ага. И они стреляли вас иногда? Стреляли еще как стреляли. Ну, они видели, что вы мирная женщина, что вы просто бабушка? Я знаю, они мимо ходили. И вот идет один день, два прошло, потом один. Я говорю, слушай, мы, говорю, под Украиной, чего вы на нас стреляете? А он, це не ми стріляємо, це сепаратисти. А я говорю, значить, там, говорю, сепаратисти. Раз по нас стреляют, значит, говорю, там сепаратисты. Нагнул голову, ничего не сказал и пошел. И пошел, да? Ему было стыдно, да? Ему нечего сказать. Я говорю, так значит, там сепаратисты, раз по нас стреляют, говорю. Ну, да что будешь делать? Так. Пережили, а теперь аж душа радуется, что уже освободили нас. Le corps principal est tombé plus loin sur un bâtiment administratif. Il a largué ses cassettes ici en plein au-dessus de la rue Universitetskaya, en plein en heure de pointe, quand il y avait beaucoup de civils qui étaient là. Des gens sont morts en attendant devant la banque centrale. Là, il n'y a pas de point de tir, il n'y a pas de pièces d'artillerie, il n'y a pas de position de la milice populaire de l'RPD ni de l'armée russe. C'est quoi la justification de l'armée ukrainienne pour avoir envoyé un Tochkaou sur le centre-ville de Donetsk en plein jour? C'est un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et tous ceux qui soutiennent ce genre de méthode de soi-disant défense de son intégrité territoriale sont des criminels de guerre. Christelle Néant pour Donbass Insider. Ну кому ты, блядь, натрусил, сука, хуйня, ты чепуха, блядь, пан. Вы не пал, сука, как вы туда дошло? Паспорт, блядь. Украинка, блядь. Негидник ты, блядь. Когда будем вас воспитывать? А то висите, кайфуете тут, блядь. Совести нету, да, блядь? Не буду ходить, так Под пули лезут, падло! Падло! Что ты делаешь? Ебашь, ебашь его, ебашь, блядь! Сука! И в жопу ему, блядь, всунуть что-то, нахуй! Тебя расстрелять надо, мужик, что ты делаешь? Ебашь, блядь! Ай, сука! Дай ты, сука, ты сама Люди отец, да, Гурий Николаевич! Мужик, ну хватит! Ты падла! Ебашь его, блядь! Ну, блядь, сука, ай, блядь! Сука, Ох ты, сука! Ça va? Cela te suffit, sale bobo rebelle de mes couilles, et si t'en as envie, tu peux aller faire ton shopping sur Amazon, il y a la boutique Azov en ligne. Ah, ça c'est le comble, ça. De toute manière, la gauche mondialiste bien pensante française, les BHL, Antoven, Glucksmann, Cohn-Bendit,
Kassovitz, traite de fachos les patriotes français, mais adoreront les néo-nazis partout ailleurs dans le monde. Allez comprendre, on a quand même cette chance en France d'avoir de grands intellectuels. De toute façon, cela commence à être difficile de cacher le côté sombre de l'Ukraine où les nazis pullulent via Azov et dont le gouvernement a massacré sa propre population dans le Donbass pendant 8 ans sans que cela n'inquiète les Européens et encore moins Zelensky, parce qu'on ose quand même lui accorder une nomination au prix Nobel de la paix. Affaire à suivre. Abonnez-vous en masse sur Odyssée, ainsi que sur BitChute, en n'oubliant pas de valider respectivement leurs petites cloches. N'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Libérapay ou Patreon si vous le souhaitez afin que je puisse continuer. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux, réfugiez-vous sur Rumble, EVK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va mal dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.